Pangolin, merci de nous recevoir dans vos bureaux. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Bienvenue tout d'abord à l'Institut Paris Région. Donc, je suis le directeur du département économie de l'Institut Paris Région, qui est un organisme public financé par les collectivités territoriales et également des organismes publics, et notamment la région Île-de-France. Et le département économie est en charge d'observer la situation de l'Île-de-France, mais aussi des territoires, d'un point de vue économique, touristique, culturel, etc. Est-ce que vous pouvez nous parler des impacts de la crise sanitaire, d'une part dans les territoires en région et d'autre part en Île-de-France? La crise sanitaire, elle a eu plusieurs impacts et sur plusieurs phases. Le premier impact, on l'a tous mesuré, l'INSEE a fait un excellent travail là-dessus, puisqu'on a pu mesurer les pertes d'activité directes liées aux fermetures temporaires d'une partie des entreprises et puis progressivement la montée de dispositifs de soutien de ces entreprises et des salariés. Ensuite, on a eu une phase, on va dire à partir de l'été 2020, en se disant ça va redémarrer. Et là, les territoires étaient un petit peu inégaux. Les grandes métropoles, finalement, ont un peu plus souffert que les petits territoires, les villes moyennes, pour la bonne et simple raison qu'une partie des populations, notamment, se sont dit mais c'est un peu anxiogène d'être dans une concentration de population, ben, si je peux aller voir un petit peu ailleurs. Tout ça a produit quand même un déplacement d'activité de ces grandes métropoles vers des villes moyennes. Ou des territoires plus ruraux qui, du coup, pour certains, en ont profité. L'été 2020, en ce sens, a montré qu'une partie de la France a été presque en surtourisme, des destinations qui n'étaient pas habituées à ça. Et puis l'hiver est venu, et puis le printemps 2021, toujours dans une situation quinquennale avec une reprise et des plans de relance. La question, en fait, qui s'est posée progressivement à travers ça, c'est de se dire, mais comment on arrive à, au-delà de la relance, à finalement s'intéresser aux transformations de fond, les transformations digitales, les transformations de la transition écologique qui sont apparues fortement. Et puis il y a cette question du vieillissement tout simplement des pays occidentaux et plus particulièrement de la France. La crise a-t-elle modifié la manière dont les collectivités envisagent leur territoire? Alors en effet, la crise sanitaire et ses conséquences ont amené un changement d'appréciation des collectivités par rapport à leur territoire. Tout d'abord, elles se sont rendues compte qu'il y avait des enjeux de résilience. Résilience, c'est la capacité finalement d'un territoire à s'adapter à une période, je dirais, de transformation, de crise, etc. Donc il y a beaucoup, je dirais, de collectivités qui se sont dit mais comment je peux faire pour être beaucoup plus résilient si demain il y a une crise sanitaire, mais si demain il peut y avoir aussi une crise d'inondation dans certains territoires assez majeure, mais on peut aussi avoir d'autres formes de crise. Donc comment on va travailler à avoir un système économique, un système social qui peut s'adapter à cette situation-là. Et ça a évidemment amené aux enjeux des grandes transformations. Grande transformation digitale que j'ai évoquée tout à l'heure, mais aussi la grande transformation de la transformation liée au climat. Et puis ça les a interrogés en matière de développement économique des territoires. Finalement, certains territoires se sont dit, mais est-ce que mon modèle de développement est soutenable? Est-ce que finalement il n'est pas trop quantitatif, trop axé sur la croissance à tout prix? Et d'autres se sont dit, mais oui, mais est-ce que finalement je fais les bons choix en termes d'attractivité, par exemple? Donc oui, les territoires sortent de cette période avec des idées et des envies d'agir sur leur modèle de développement. En quoi le marketing territorial est-il devenu un outil essentiel ces dernières années? Je crois qu'on peut trouver une raison assez simple, c'est que les territoires sont dans une logique de l'offre. Alors, je vais construire un nouveau quartier, je développe une infrastructure, etc., etc. Or, nous sommes dans un monde de la mobilité et dans un monde dans lequel il faut se préoccuper de la demande. Et donc, le marketing, finalement, c'est sa raison d'être. Sa raison d'être, c'est de s'intéresser à l'autre. Donc, le marketing, finalement, amène une boîte à outils qui permet au territoire de penser à la place des autres et de ce fait, de se dire, est-ce que je suis adapté à cette demande-là ? Est-ce que je dois m'adapter à cette demande-là et comment je peux finalement mieux mettre en avant mes atouts au regard de ces différents publics qu'ils peuvent cibler. Le deuxième élément qu'a amené le marketing, c'est de se dire on ne fait pas de l'attractivité tout seul dans son coin. Il faut travailler ensemble et impliquer à nouveau les parties prenantes. Et les parties prenantes, ça peut être les habitants, les entreprises du territoire, les impliquer dans le projet, qu'est-ce qu'on veut faire en termes d'attractivité par exemple, et comment vous pouvez nous aider. On a tous des réseaux professionnels, amicaux, associatifs. Le marketing va essayer, pour celles et ceux qui en ont envie, évidemment, de se dire, mais est-ce qu'on ne peut pas utiliser ces réseaux pour parler différemment du territoire? Aider le territoire dans ses objectifs, qui sont vos objectifs aussi. D'accord. Est-ce que vous auriez des exemples de marketing territorial qui fonctionnent aujourd'hui? Moi, j'aime bien l'exemple d'Amsterdam, même s'il est pas mal discuté, mais à l'échelle européenne, c'est un très bon exemple parce que c'est la
première grande métropole européenne qui a décidé de faire un marketing qui n'est pas centré sur l'économique d'un côté, le tourisme de l'autre, etc., etc. Donc ils se sont dit, on doit avoir un projet, une vision du grand Amsterdam, on va dire à l'échelle européenne, à 15-20 ans. En France, la métropole qui a, je dirais, le plus expérimenté et lancé cette démarche, c'est Lyon avec la démarche Lyon, avec une approche pareille, je dirais holistique, et un projet aussi à l'échelle européenne. Et aujourd'hui, on a beaucoup de territoires qui se disent, mais finalement, le marketing territorial m'apporte quelque chose dans mon projet. Alors évidemment, on va pas tout le monde ne va pas déployer l'énorme boîte à outils des grandes métropoles ou des grandes régions. Mais la posture, l'état d'esprit du marketing s'applique partout finalement. Parce que c'est pas, on n'a pas besoin de dépenser des dizaines de milliers d'euros, des centaines de milliers d'euros pour faire du marketing dans les territoires. On a besoin finalement de prendre une posture qui est de penser à la place de l'autre, d'essayer de comprendre les problèmes et de se dire, finalement, mon territoire peut peut-être aider ces gens-là. Selon vous, la concurrence entre les métropoles va-t-elle s'accentuer dans les années à venir ou va-t-elle changer de forme? C'est vrai que c'est des éléments qu'on voit apparaître de plus en plus en questionnement, en se disant, mais finalement, est-ce qu'on n'est pas allé dans trop de concurrence entre les territoires? Donc, je pense que l'avenir, il sera un peu hybride. Il y aura certainement beaucoup plus de coopération entre les territoires, parce que les enjeux, que ça soit, on va commencer par la transition écologique, sont des enjeux qui concernent tout le monde. Et il va falloir coopérer là-dessus, coopérer pour aménager différemment nos territoires. Alors vous me direz, l'aménagement, il sert l'habitant, il sert l'entreprise, il sert l'attractivité, mais on a tous intérêt quand même à partager là-dessus parce qu'on a quand même un enjeu majeur pour nous et pour les générations futures. Dans la digitalisation, c'est un petit peu pareil. Les smart cities, c'est un peu le modèle quelquefois que certains poussent, mais on va dire tout simplement l'introduction du numérique dans les territoires et dans les pratiques des collectivités est un objet et une façon de faire qui nécessite aussi de beaucoup partager. Et puis on s'est rendu compte que finalement en termes d'attractivité, on peut sortir de ses frontières. On peut travailler avec les voisins ou avec des gens qui sont plus lointains parce qu'on a des offres complémentaires. Et tous ensemble, on peut arriver à finalement générer plus d'attractivité, plus de visibilité. Donc je pense que le monde de demain sera plus hybride entre de la compétition et de la coopération, ce que les économistes appellent la coopétition. Quelle place pour les villes moyennes dans cette mise en concurrence ou non-concurrence de coopétition entre les territoires? Alors les villes moyennes, elles ont été un peu mises à mal ces dernières années parce que c'était le retour des grandes métropoles. Et cette course aux grandes métropoles, on l'a vu dans les différentes grandes métropoles françaises, en investissement public, en périurbanisation aussi de ces grandes métropoles, avec ses effets positifs. Ça a amélioré évidemment un certain nombre d'équipements, ça a amené du développement économique, mais ses effets aussi négatifs. Finalement, on a trouvé dans un certain nombre de grandes métropoles françaises des phénomènes qu'on n'avait que dans les grandes métropoles mondiales. Montée forte des prix, à la fois du foncier économique mais du foncier résidentiel, accroissement de la population, périurbanisation quelquefois à outrance, etc. etc. Et donc, du coup, quand la crise de la Covid est arrivée, finalement, ces grandes métropoles, elles ont été interrogées par tout le monde, interrogées par l'habitant, interrogées aussi par l'entreprise en se disant, mais est-ce que finalement le modèle extensif est un bon modèle? Est-ce que finalement il n'a pas des effets pervers? Et on a vu apparaître un retour des villes moyennes, en se disant, mais finalement les grandes métropoles, elles ont leurs avantages, elles permettent de structurer le territoire national, mais on ne peut pas résoudre le développement de la France aux grandes métropoles. Et il va falloir aller vers les villes moyennes. Et les villes moyennes, en plus, ont, pour beaucoup d'entre elles, un équilibre. Elles proposent un équilibre entre la vie personnelle, la vie professionnelle, la vie associative. Et donc, d'une certaine manière, on s'aperçoit qu'elles sont en phase aujourd'hui avec une partie importante de l'opinion qui disent, mais moi, finalement, la grande métropole, ça me va bien, mais la métropole moyenne m'intéresse aussi. Et on voit des glissements de population, on voit en tout cas des centres d'intérêt pour je dirais une répartition différente. Alors ce n'est pas de l'exode, parce que certains disent qu'il y a l'exode des grandes métropoles ou des Parisiens vers d'autres régions. Non, on est sur des changements de comportement à la marge, mais malgré tout, ça peut avoir des effets significatifs sur un certain nombre de villes françaises. Donc on peut penser que dans les prochaines années, ces métropoles moyennes, ces villes intermédiaires, vont jouer un nouveau rôle dans le développement de la France et dans la capacité finalement à offrir des territoires qui conjuguent attractivité et bien-être. Certaines métropoles, à la suite de choix politiques, sont revenues en arrière sur les moyens alloués à l'attractivité territoriale. Selon vous, y a-t-il un renouveau en fait, dans la stratégie d'attractivité des territoires?
Alors, je pense que les stratégies d'attractivité vont changer. Moi, je crois que la toile de fond, en fait, derrière tous ces débats, c'est la vision qu'on a en termes de société. Alors, il y a un vrai débat sur la société de consommation. Est-ce qu'elle est utile ou pas? Je dirais qu'on est allé souvent dans une société de l'hyperconsommation, qui s'est traduit du point de vue de certaines stratégies d'attractivité par « je réussis, je suis attractif parce que j'attire plus d'entreprises, plus de touristes, plus d'habitants, je mets tous les curseurs vers le haut, etc. » C'est pas pour autant, quand on attire des touristes ou des habitants, qu'on va générer du développement de manière structurelle. Donc il faut aussi savoir profiter de ces flux. Et quelquefois, les territoires ne se sont pas tellement intéressés à ça. Ils se sont intéressés à j'attire, puis finalement j'attire le suivant. Et puis je n'essaie pas d'ancrer les activités sur le territoire, je n'essaie pas de profiter de leur présence pour accroître leur développement endogène, je vais dire ça comme ça. Et donc là, il y a un vrai enjeu. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de territoires qui sont en surchauffe. Donc on voit bien qu'il y a des périodes de surchauffe et que quand on est à la tête des exécutifs dans des territoires, dans des villes, évidemment la surchauffe c'est jamais très très bon. Parce que la surchauffe, ça veut dire que finalement le système vous échappe un peu, quoi. Et quand on est à la mode, on sait que d'un seul coup finalement arrive un flux important. Alors ça peut être des touristes, ça peut être des habitants, des entreprises, etc. Mais un territoire, il ne se transforme pas du jour au lendemain. Un territoire c'est visqueux, on va dire. Pour agir sur l'aménagement, il faut des années et des années. Donc finalement, on crée des déséquilibres. Alors on peut avoir des déséquilibres temporaires, mais ici on a des déséquilibres structurels, ce qui est en train de se passer dans certains territoires. On se dit, il faut absolument que je réduise les flux. Donc je pense que l'attractivité quantitative, au sens toujours plus, elle se regarde. Il y a des territoires qui ont vraiment besoin de se régénérer. D'autres endroits, ceux qui ont déjà réussi, on est plutôt dans le qualitatif et l'affinement du modèle. Puis après, dans le détail de l'attractivité, il y a des choses qui changent. On voit que finalement la question des mobilités de population devient un élément important. Bon, c'est ce qu'on appelle l'attractivité résidentielle. Donc ce sujet de l'attractivité résidentielle est en train de rentrer progressivement. Puis on se rend compte qu'il y a de la fidélisation. Il va falloir travailler plus sur l'ancrage des entreprises, l'ancrage de certaines populations, faire revenir, etc., etc. Donc la même chose, c'est des moyens qu'il faut consacrer là-dessus. D'accord. Vous parliez justement de l'attractivité résidentielle. Est-ce que ça est la nouvelle donne pour les territoires? Je pense que pour beaucoup de territoires, c'est quelque chose qu'ils ont redécouvert en se disant mais c'est un élément important parce qu'on voit arriver des gens, donc peut-être qu'on peut agir sur les flux. D'autres se sont dit mais on se rend compte qu'avec la crise de la Covid, il y a des tas de gens qui veulent bouger. Il ne faut pas que je sois à côté de ce mouvement-là. Alors quelquefois, avec simplement la réponse immédiate qui est je vais faire de la com, puis ça va suffire. On fait la com, c'est bien, mais quelquefois, c'est juste un coup. Donc, il ne faut pas faire des coups. Il faut simplement se dire quelle politique structurelle je peux poser. Et puis se dire, mais je veux attirer en résidentiel, mais je veux attirer qui? Le monde entier. Je veux attirer des gens qui sont à 30 km, à 100 km. C'est des profils peut-être particuliers. Donc là, à nouveau, l'attractivité résidentielle est en effet à la mode, mais il faut qu'elle se professionnalise. Pour reparler un peu des entreprises, pour vous, comment elles peuvent s'adapter au mouvement des populations justement et quels sont les moyens à leur disposition pour attirer les salariés? La mobilité augmentant, on va dire, du côté des entreprises, alors certaines n'ont pas de problème particulier, mais certaines se posent des questions en disant mais finalement, est-ce que les salariés vont venir là où je suis ou est-ce qu'il faut que j'aille là où veulent aller mes salariés, potentiels salariés, etc. etc. Il n'y a pas de réponse unique. Dans le sens où les tensions sur le marché du travail, ou certaines qualifications, sont très différentes selon les métiers. Donc on va dire sur des métiers qui sont très demandés, on se rend compte que les entreprises ont commencé à suivre les tendances des populations et des actifs. Après, on sait que dans d'autres métiers un peu moins tendus, c'est un peu moins le cas. Donc les entreprises vont, avoir le choix de leur localisation. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a un petit mouvement qui joue et qui peut amener non pas une évolution des hiérarchies entre les territoires en matière d'attractivité, mais malgré tout, qui peut amener certains territoires qui ont des qualités, je dirais, par rapport à l'individu, à se dire, mais finalement, c'est un levier que je vais jouer, parce qu'à travers ça, je vais faire de l'attractivité résidentielle, mais ça va me générer de l'attractivité économique, si j'arrive à faire le bon chaînage. Selon vous, verra-t-on l'émergence de nouveaux acteurs de l'attractivité dans les années à venir? En effet, on peut penser que l'attractivité changeant, on va avoir des acteurs qu'on avait moins l'habitude de voir dans les stratégies d'attractivité. Je suis persuadé, et on a fait d'ailleurs un livre là-dessus, sur l'aménagement économique des territoires, que le grand enjeu demain dans l'attractivité, c'est de savoir rapprocher les compétences d'aménagement urbaniste avec les compétences, je dirais, de développement économique, développement touristique, d'attractivité. Pourquoi? Parce que les deux sont intimement liés. On ne peut pas faire d'attractivité demain
si on n'a pas un territoire plaisant du point de vue des entreprises, mais aussi de plus en plus des individus. Or, ce n'est pas les marketeurs qui font l'urbanisme. Ce sont les urbanistes, ce sont les aménageurs, ce sont les collectivités. Donc c'est ce milieu professionnel qu'il faut, non pas fusionner, mais rapprocher pour qu'ils apprennent à travailler ensemble de manière beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus fine, dans des logiques qui ne sont pas que des logiques de court terme, mais des logiques de moyen long terme. J'ai une dernière question. Quelle est votre vision pour la région Île-de-France dans le monde d'après, notamment d'un point de vue économique? Je pense que nous, notre message, c'est que le modèle de développement de la région Île-de-France est en train de changer. Et que, parce qu'il y a des considérations extérieures qui changent et qu'il est important d'agir sur ce modèle de développement. On s'aperçoit qu'on sera dans un monde demain dans lequel il va falloir prêter attention aux émissions de carbone, dans lequel il va falloir prêter attention à la biodiversité, dans lequel il va falloir prêter attention évidemment à l'artificialisation des sols. J'ai envie de dire à la moindre artificialisation des sols, dans certains cas à la désartificialisation des sols. Donc l'économique, à nouveau, on retombe sur cette idée que l'économique doit évidemment rester une priorité très importante, parce que c'est essentiel pour une grande métropole mondiale, mais l'économique doit faire un peu comme font certaines entreprises, faire un pivot, de façon à tenir compte des externalités positives et négatives qu'elles génèrent. Ça veut dire qu'il va falloir faire un développement économique plus intensif, profiter finalement des lieux qui sont déjà urbanisés, sur lesquels on a déjà installé des entreprises, pour leur donner plus de capacité à se développer là où elles sont. Profiter aussi du télétravail en se disant, mais finalement le télétravail peut permettre d'utiliser différemment les territoires franciliens. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le télétravail génère à la fois un renforcement des centres existants, notamment dans le tertiaire, mais aussi génère des intérêts dans les zones résidentielles en se disant, mais finalement, les gens peuvent télétravailler à domicile, ce qu'ils font déjà, mais ils peuvent télétravailler dans des tiers-lieux. Et la région Île-de-France a été assez précurseur là-dedans. Elle a beaucoup poussé au développement de tiers-lieux en proche et grande couronne. Et en ce sens, on voit bien que cette politique est encore à pousser parce que les entreprises disent le télétravail à domicile c'est bien, mais on voit bien quelquefois certaines ne peuvent pas, dans certains cas il y a des questions de confidentialité, il y a des outils experts, etc. Donc avoir des tiers-lieux à proximité, ça peut être intéressant. Ce faisant, quand on a des lieux à proximité, on peut éviter certains déplacements, émissions de carbone, etc., etc. Très, merci pour vos réponses. Je vous en prie, c'était un vrai plaisir de vous accueillir aujourd'hui à l'Institut.